Ce qu'il faut vraiment pour stopper l'un des plus grands convois logistiques jamais organisés en France. Une colonne de transport qui traverse des centaines de kilomètres à travers le cœur du pays, chargée d'équipements valant des dizaines de millions d'euros, enchevêtrée dans un réseau de réglementation, de délais et de dépendances administratives. Et que se passe-t-il quand la réponse à cette question dépend d'une bretelle fermée sur un échangeur de la 6, d'une jauge de carburant à vide et d'une décision prise en une fraction de seconde que personne ne pouvait plus annuler? Paris avait besoin de livraison. Et logisticien du terminal d'entrepôt de Rungis, ce géant de la logistique en Île-de-France que tout professionnel du transport connaît, avait identifié une faille critique dans la chaîne d'approvisionnement d'un vaste chantier de construction sur la rive nord de la Seine, l'un des plus grands projets d'infrastructure de ces dernières années dans la métropole parisienne. Et ils étaient en train de la combler. Le convoi assemblé n'était pas un transport ordinaire. C'était une infrastructure mobile, mitée à près de 50 poids lourds s'étirant de la tête à la queue sur presque 3 km. En son cœur se trouvaient plusieurs transporteurs spécialisés chargés de matériel lourd, entourés de véhicules d'escorte, de citernes, de véhicules de commandement, d'ateliers de réparation mobile et d'unités de sécurité. Tout ce qui était nécessaire pour achever le chantier dans les délais était chargé, organisé et prenait la route vers le nord, depuis Marseille en passant par Lyon, puis sur l'autoroute A7 en direction de Paris. La logique de cette opération était aussi simple qu'une facture de carburant dans une station Total Énergie au bord de l'autoroute. Une livraison dans les délais signifiait respecter le calendrier, éviter des pénalités de plusieurs millions d'euros et permettre aux sous-traitants de commencer leur travail comme prévu. Les opportunités qui existaient aujourd'hui pouvaient disparaître pendant des semaines. Les donneurs d'ordre savaient ce qui était en jeu, les concurrents aussi, et peut-être encore mieux. Du point de vue du gestionnaire du convoi, la phase la plus dangereuse du trajet était déjà derrière eux. Le convoi roulait depuis plusieurs heures, ayant quitté le centre logistique en périphérie nord de Marseille. Les rapports de situation dans le véhicule de commandement principal indiquaient une route dégagée et une formation intacte. Chaque kilomètre supplémentaire ressemblait à un problème résolu. Ce que personne dans ces véhicules ne savait, le groupe de surveillance de l'itinéraire avait déjà découvert quelque chose qui changeait complètement la donne. Une bretelle fermée sur un échangeur au nord de Lyon avait réduit la voie de circulation. L'asphalte défoncé et les plaques d'acier temporaires forçaient les poids lourds à ralentir brutalement. La vitesse allait chuter. Les distances qui maintenaient le convoi étiré sur des kilomètres allaient se réduire. 50 véhicules allaient se retrouver serrés les uns contre les autres sur un court tronçon de route, pare-choc contre pare-choc, exposés, prévisibles et bloqués. Les logisticiens de Marseille regardaient cet échangeur et n'y voyaient qu'un léger retard. Une entreprise concurrente de Lyon, qui avait perdu ce contrat de quelques centaines de milliers d'euros, regardait le même échangeur et y voyait la seule fenêtre temporelle qui se présenterait jamais pour arrêter le convoi. À 5 heures du matin, le système de surveillance du trafic avait détecté le convoi grâce au suivi GPS en temps réel. Direction confirmée, vitesse confirmée, cible confirmée. La fenêtre était encore ouverte, mais elle se refermait à chaque tour de chaque roue qui roulait vers le nord. Surveiller un convoi n'est pas la même chose que le contrôler. Chaque message de statut envoyé par le groupe de coordination augmentait le risque de fuite d'informations dans le réseau des sous-traitants. Des observateurs extérieurs scannaient déjà les données ouvertes sur le trafic, issues des systèmes de bison futé et des plateformes de suivi autoroutier. Un véhicule non identifié s'était glissé dans la zone du convoi quelque part entre Lyon et Mâcon. Le long de l'itinéraire, des tiers avaient commencé à surveiller la situation. Dans le véhicule de commandement, le groupe faisait face à un choix. Limiter les communications radio et risquer de perdre le contrôle du convoi, ou rester en contact et risquer l'interception de données sensibles sur l'itinéraire. Ils restèrent en contact. Les fenêtres de transmission furent réduites au minimum. Signal, silence. Signal, silence. Pendant un temps, ça fonctionnait. Puis un schéma commença à apparaître dans les systèmes de surveillance externe. Pas suffisant pour localiser précisément, mais suffisant pour susciter de l'intérêt. L'information circula par des réseaux informels. Les sous-traitants commencèrent à recalculer leurs offres.
La situation devint un défi sur 2 fronts simultanément. Le groupe de coordination reconfigurait les communications en quelques secondes. Les antennes furent réorientées, les couches de chiffrement activées. Les moteurs continuaient de tourner. Un opérateur ne quittait pas le moniteur du convoi des yeux une seule seconde. Le premier incident frappa la position qu'il venait de quitter, une zone morte radio sur la route au sud de Lyon, connue de tout routier qui emprunte cet itinéraire depuis des années entre Marseille et Paris. Peu après, une autre coupure de communication. Les signaux et les paquets de données disparaissaient dans le réseau. Personne n'était en danger, mais la marge de sécurité se mesurait en secondes. Le réseau ne se contentait plus de gêner passivement le convoi, il pourchassait activement le groupe qui tentait de le gérer. À 6 heures du matin, le convoi atteignit la bretelle fermée de l'échangeur au nord de Lyon. Il restait 9 minutes avant que les véhicules de tête devaient franchir le goulet d'étranglement. Les semi-remorques lourds roulaient sur le béton fissuré et les plaques d'acier de chantier, les mêmes qu'on peut trouver sur des dizaines d'autoroutes françaises lors des interminables travaux, familières à quiconque a déjà emprunté l'A7 entre Marseille et Lyon en intersaison. La vitesse chuta. Les véhicules qui maintenaient auparavant leur distance se resserraient maintenant exactement comme les planificateurs routiers l'avaient prévu. Le groupe d'intervention mobile s'était positionné sur le bas-côté avec vue sur le chantier. Le convoi était encore à plus de 6 km, trop loin pour une coordination précise, mais trop important pour être abandonné. L'ordre fut donné de lancer un drone de reconnaissance. Le drone s'éleva dans l'air frais du matin, au-dessus des plaines du couloir rhodanien. Sa caméra localisa immédiatement le convoi. Cependant, les interférences extérieures, provenant des engins de chantier et des antennes de téléphonie mobile le long de la route, provoquèrent la coupure de signal attendu. Une zone de brouillage s'activa à proximité du convoi. L'image vidéo se mit à clignoter. Des parasites envahirent l'écran de l'opérateur. La cible disparut pendant 2 secondes. L'opérateur volait en aveugle. L'image revint, partiellement. Des fragments de route apparaissaient et disparaissaient. Des parties du convoi clignotaient. Personne dans le véhicule de commandement ne prononça un seul mot. Le drone continuait sa course. Puis une nouvelle alerte. Pas du convoi, du ciel. Un second drone approchait par l'est. Rapidement, en rase-motte, réduisant la distance à toute vitesse. Le premier drone se retrouvait maintenant coincé entre le convoi devant lui et le concurrent derrière. Il restait moins de 9 minutes. Aucun des 2 drones ne changea de cap. Quand le second drone n'était plus qu'à quelques secondes, le pilote du premier prit sa décision. Il plongea brusquement le drone vers la surface de la route, sortant ainsi du champ de vision du drone concurrent. Le second drone passa au-dessus de lui, de justesse, et virait déjà pour revenir. La batterie du premier affichait 10%, puis 9%. Puis les chauffeurs l'entendirent. Les routiers pointaient vers le haut. Le véhicule d'escorte s'arrêta à l'entrée de l'échangeur, le conducteur ouvrit sa portière. Des cris se répandaient dans le froid du matin, aussi mordant qu'il peut l'être sur l'A7 entre Lyon et Mâcon au début d'une journée de travail. Le premier avertissement passa sans conséquence. Le second fut plus proche. Le drone descendait en rase-motte au-dessus du béton fissuré et des véhicules à l'arrêt. Un camion fit une embardée vers l'avant. Un autre s'immobilisa au milieu de l'entrée de l'échangeur. Le conducteur sauta de sa cabine et courut. Le pilote prit sa décision. Il n'y aurait pas de seconde chance. Impact. Le premier semi-remorque lourd bloqua hermétiquement l'entrée de l'échangeur, un pneu crevé sur les plaques d'acier. La première réaction en chaîne se propagea dans le convoi à l'entrée de l'échangeur. Le freinage d'urgence s'enclencha. Des fragments de fixation de chargement volèrent sur la chaussée. Des disques de frein fumants roulèrent en direction des véhicules voisins. Un second blocage survint, puis un troisième. Un véhicule disparut dans l'embouteillage. Un autre s'écarta sur le bas-côté. Un troisième bifurqua sur la voie d'urgence. Un instant, aucune des 2 parties ne voyait ce qui aurait pu encore sauver la situation. Puis des contours commencèrent à émerger du chaos. Un transporteur spécialisé était encore en mouvement. Lentement, mais il avançait. Dans les véhicules de commandement,
la mission changea immédiatement. Il ne s'agissait plus d'arriver à Paris dans les délais. Il s'agissait de sauver un seul véhicule, le transporteur principal, avec le chargement le plus précieux, valant des dizaines de millions d'euros. Le transporteur se frayait un chemin à travers les débris. Les véhicules de secours se glissaient à travers l'embouteillage. Les camions bloqués s'écartaient. Les dispatchers criaient dans des canaux radio saturés. Chaque mètre rapprochait le transporteur de la route dégagée. Pour la première fois depuis le début du blocage, les conducteurs crurent vraiment qu'ils pouvaient le sauver. Le second drone était toujours en l'air. Il avait tout survécu. Le blocage, le chaos, les interférences. Et continuait d'observer. Il restait encore un drone disponible. Niveau de batterie, 27%. L'opérateur alternait son regard entre le transporteur et l'indicateur. 26. Le transporteur était à moins de 100 mètres de dépasser la section la plus dangereuse de l'itinéraire. C'est alors que, à travers la poussière qui retombait, quelque chose d'autre apparut. Un second véhicule, partiellement dissimulé, se déplaçait aux côtés du transporteur. Encore intact, encore chargé. Le véhicule d'escorte transportant les pièces détachées et les outils qui devaient permettre au transporteur survivant d'être opérationnel dès son arrivée à Paris. Le transporteur était la cible évidente. Le véhicule d'escorte était la raison pour laquelle le transporteur avait de l'importance. Le drone changea de cap, non pas vers le transporteur, mais vers le véhicule d'escorte. Les conducteurs remarquèrent le drone presque immédiatement. Des cris retentirent au-dessus de l'entrée de l'échangeur. Des mains pointèrent vers le ciel. Le drone descendait. Plus bas, plus près, plus vite. Impact. Le véhicule d'escorte s'immobilisa définitivement quand son moteur cala en surchauffe. L'onde de choc du système pneumatique se propagea à travers l'entrée de l'échangeur. Les véhicules voisins disparurent derrière la vapeur et les débris de fixation. Des disques de frein fumants traversèrent la chaussée. Un conducteur abandonna son véhicule. Un second tenta de faire marche arrière. Trop tard. Le transporteur survivant s'arrêta, non pas parce qu'il avait été touché, mais parce que tout ce qui l'entourait s'était effondré. Le second véhicule vira pour contourner les débris en feu et glissa sur le bord de la chaussée endommagée. L'itinéraire se ferma une seconde fois. Le trafic radio explosa dans les réseaux de dispatch. Les conducteurs criaient des ordres contradictoires. Personne ne bougeait. Le transporteur était à l'arrêt. Le véhicule d'escorte fumait. La route avait disparu pour la deuxième fois ce matin-là, derrière la poussière et le chaos, quelque part entre Lyon et Paris. Quelques heures plus tard, la poussière planait encore au-dessus de l'entrée de l'échangeur au nord de Lyon. Les équipes de secours se frayaient encore un chemin à travers le chaos. Le blocage était terminé, les conséquences, non. Les conducteurs avaient été étonnamment proches d'une livraison dans les délais à Paris. Un transporteur avait survécu au premier blocage. La route s'était ouverte un instant. Le convoi avait failli reprendre le contrôle. Failli, et c'est dans ce mot que réside tout le poids de ce qui s'est passé. L'entreprise avait d'autres véhicules, d'autres itinéraires, d'autres opportunités. Le contrat devait être honoré, coûte que coûte. Mais ce convoi était différent. Les logisticiens de Marseille regardaient l'échangeur endommagé et n'y voyaient qu'un retard temporaire. Les coordinateurs de Paris y voyaient le seul endroit où tout le calendrier pouvait jamais se révéler vulnérable. Cette différence de perception, entre celui qui voit un obstacle et celui qui voit une opportunité, a tout changé dans ce qui s'est passé ensuite. Dans l'après-midi, la poussière commençait à retomber. L'échangeur était toujours là. Le convoi avait disparu. L'entreprise envoya des équipes vers le nord. Elles n'arrivèrent jamais à destination. Qu'en pensez-vous ? Qu'est-ce qui est le plus important dans la logistique moderne ? L'avantage en ressources et en flotte, ou la capacité à identifier ce moment critique, unique, qui détermine vraiment le résultat ? Dites-le en commentaire. Et si vous voulez plus d'analyses comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et likez la vidéo. Ça aide bien plus que vous ne le pensez.